Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui s'attarde sur l'utilisation de capteurs de force, de têtes d'impédance et de marteaux d'impact. On passera en revue la manière de sélectionner le capteur de force adéquat, ainsi que la manière de le brancher à un système d'acquisition et enfin la manière de le calibrer. Pour mesurer une force, qu'elle soit reçue ou soumise, on utilisera un capteur dédié, le capteur de force ou le marteau d'impact. Dans certains cas, il est nécessaire d'avoir accès à la force et à l'accélération en un même point. On utilise alors une tête d'impédance qui combine un capteur de force et un accéléromètre. Concernant la partie accéléromètre de ce transducteur, on trouvera l'information utile à sa manipulation dans une autre vidéo du crash. Comme la plupart des capteurs en instrumentation, les capteurs de force nécessitent d'être alimentés par un conditionneur de signaux et reliés à celui-ci à l'aide des câbles adéquats. Enfin, pour connaître la sensibilité de ce capteur et vérifier son bon fonctionnement, on utilisera pour le calibrer un système connu, une masse suspendue et un accéléromètre préalablement calibré. Afin d'obtenir un signal, on aura aussi besoin d'un système d'acquisition. On laisse ici le choix de ce système à l'utilisateur. Tout d'abord, on va regarder la fiche technique d'un de ces capteurs de force. Ici, une tête d'impédance. La fiche technique compile un grand nombre d'informations utiles. D'abord, les types, modèles, type de conditionnement et numéro de série de ce capteur. Il est utile de conserver ces informations lors d'une mesure pour pouvoir, au besoin, la réaliser à nouveau dans les mêmes conditions. Dans le cas d'une tête d'impédance telle que présentée ici, il faudra bien distinguer les informations relatives au capteur de force, ou force gauge en anglais, de celles relatives à l'accéléromètre, ou accelerometer. Ensuite, on retrouve la valeur de sensibilité de ce type de capteur, un facteur de proportionnalité donné en millivolts par newton, ou comme ici, en picocoulomb par newton. Cette sensibilité va donc permettre de convertir la valeur volt lue sur le système d'acquisition en une valeur de force en newton. Une relation assez simple liant capacité en farad, charge en coulomb et tension en volt permet de passer d'une sensibilité en picocoulomb par newton à une sensibilité en millivolts par newton. Il faudra toutefois connaître la capacité du capteur. Les conditions de mesure de ces sensibilités pour les capteurs de force comme d'accélération sont aussi rapportées, que ce soit les températures, fréquences et accélération du signal ou les normes respectées lors de la calibration initiale par le fabricant. Finalement, des informations concernant la réponse en fréquence ou la plage de fréquence utile de ce transducteur sont données. Ici, c'est un graphique qui apporte cette information. Dans le cas des capteurs de force, la bande de fréquence utile correspond à la partie linéaire avant le pic de résonance de ce capteur. On notera qu'en fonction du capteur, que ce soit un capteur de force, un marteau d'impact ou bien une tête d'impédance, le format de la fiche technique peut quelque peu varier. On retrouvera cependant toujours ces quelques informations importantes. Les capteurs de force peuvent être utilisés pour une grande quantité de mesures que l'on peut quasi toutes regrouper sous deux grandes catégories. Les mesures permettant l'étude et l'analyse modale de structures et les tests d'effort de structure ou de matériaux. La première catégorie, l'étude modale, regroupe les mesures où une force appliquée doit être contrôlée. C'est le cas pour beaucoup de mesures de caractérisation de structure que l'on regroupe en génie mécanique ou en génie civil par exemple. L'excitation appliquée sur cette structure peut être fixée directement et on utilisera pour cela un pot vibrant et un capteur de force ou une tête d'impédance pour monitorer l'excitation. Dans d'autres cas, on choisira comme excitation un impact, qu'on appelle une excitation libre. Le marteau d'impact sera alors l'outil de monitoring le plus adéquat. Dans tous les cas, on cherchera à avoir accès à de grandes gammes dynamiques et fréquentielles, ainsi qu'à une excellente linéarité pour ces deux caractéristiques. De plus, les dimensions et masses du capteur doivent être choisies avec soin pour ne pas influencer le comportement de la structure à étudier. Ensuite, en ce qui concerne la catégorie des tests d'effort, cela regroupe les mesures de caractérisation de matériaux et de résistance de structure. Les tests les plus connus sont des tests en traction ou compression. On privilégiera des capteurs de grande dynamique, les niveaux de force de résistance mécanique pouvant être très élevés dans certains cas, et la forme du capteur sera elle aussi déterminante, certaines étant plus à même de mesurer les forces de traction, d'autres de compression par exemple. Au crash, on retrouve différents types et modèles de capteurs de force, que ce soit uniaxial ou triaxial, de tête d'impédance ou de marteau d'impact. Pour ce qui est des capteurs de force, ils sont principalement caractérisés par ces gammes dynamiques et fréquentielles. Concernant la dynamique, les forces maximum mesurées peuvent varier de quelques dizaines de newtons à plusieurs centaines de milliers de newtons, et cela avec une résolution de 1 millinewton à 1 newton. Toujours en fonction des modèles, la plage fréquentielle, elle, s'étend de 10 Hz en général jusqu'à 10 kHz, voire 40 kHz pour certains modèles. Sa forme aussi est importante. Pour répondre aux applications du génie mécanique ou du génie civil, on retrouve des capteurs pesant de la trentaine de grammes à plusieurs kilogrammes.
Certains sont conçus pour être utilisés uniquement en compression, d'autres en traction, et certains de façon polyvalente. De fait, certains capteurs possèdent des pattes vis pour une fixation résistante en traction et d'autres peuvent être lisses pour des applications uniquement en compression. Enfin, bien que la plupart de ces capteurs mesurent une seule composante de la force, certains sont triaxiales et donnent donc une information complète sur les trois composantes X, Y et Z d'une force. Ces capteurs peuvent être utilisés pour des essais liés à l'analyse modale comme pour des tests d'effort, et selon le type de test et la structure à étudier, les gammes dynamiques et fréquentielles vont jouer un rôle prépondérant dans le choix de ce capteur. En fonction de la mesure, on fera aussi attention aux dimensions de ce capteur afin qu'il soit négligeable face aux dimensions de la structure à étudier, soit qu'il soit assez résistant. Concernant la tête d'impédance maintenant, comme on a pu le mentionner plus tôt, c'est un capteur qui combine capteur de force ainsi qu'accéléromètre. On utilise ce capteur principalement en analyse modale pour le cas particulier de la mesure du déplacement au point d'excitation. Pour plus d'informations sur les accéléromètres, on ira voir la vidéo à ce sujet. La composante capteur de force d'une tête d'impédance a des caractéristiques similaires à celles d'un capteur de force classique, mais il en existe cependant moins de modèles variés. Généralement, la dynamique pour ces capteurs est comprise entre 1 millinewton et 2 kN. La plage fréquentielle, elle, s'étend de 10 Hz à environ 10 kHz. En ce qui concerne les dimensions, ce sont principalement des petits capteurs, de l'ordre de la trentaine de grammes. On va donc choisir principalement ces capteurs pour la nécessité de mesurer accélération et force au même point, et donc pour une disposition particulière lors de la mesure de mobilité en étude modale de structure. Finalement, le marteau d'impact est un outil de mesure qui s'apparente au marteau et sur lequel est fixé un capteur de force à l'extrémité servant à taper. De cette manière, on pourra connaître la force injectée par un impact avec cet outil, une donnée particulièrement importante lors d'analyse modale avec excitation libre. Concernant ces caractéristiques, les dynamiques maximum de ces capteurs vont de l'ordre de la centaine de newtons à plusieurs dizaines de milliers de newtons. La plage fréquentielle peut être, elle, légèrement plus étendue, de 10 Hz jusqu'à 50 kHz pour les marteaux les plus légers. Il existe en effet plusieurs grandeurs de marteaux ayant des masses de 5 grammes jusqu'à environ 5 kg, masse qui va avoir un rôle important dans la qualité de l'impact. En plus de ces tailles différentes, des masses et des embouts permettent eux aussi de moduler l'impact réalisé avec ces marteaux. Regardons cela en détail. Généralement, des masses et des embouts sont fournis avec un marteau d'impact. En effet, comme on peut le voir ici, la force appliquée est dépendante de la masse du marteau et de la masse du capteur de force. L'ajout de masse en arrière du marteau permet de rendre cette masse du capteur un peu plus négligeable, mais aussi d'augmenter la force appliquée pour un même impact. En ce qui concerne les embouts que l'on peut fixer sur le marteau, en fonction de sa dureté, la durée et l'amplitude de la force appliquée vont grandement changer. Cela influence non seulement l'amplitude de la force injectée dans le système, mais aussi le contenu fréquentiel. Pour résumer cette information, le choix du marteau est donc fait pour des mesures où l'on souhaite exciter une structure par impact et connaître précisément la force de cet impact, donc principalement en excitation libre. Et le choix du marteau ainsi que l'embout et optionnellement de la masse additionnelle sera déterminant pour définir les plages fréquentielles et la force à injecter dans le système. Quelques mises en garde sur l'utilisation de ces capteurs. Donc, on gardera en tête que ces capteurs et les frais associés, la calibration notamment, sont extrêmement dispendieux. Donc, la plus grande précaution est demandée lors de leur manipulation. Bien que ces transducteurs soient conçus pour résister à des forces importantes, ils ne sont pas conçus pour résister aux forces qu'il existe lors d'un choc ou d'une chute. Donc on tâchera de s'assurer de leur fixation et on multipliera les précautions en fixant le câblage associé. Même si ces capteurs de force pourraient permettre de connaître la force d'un choc, ils ne sont toujours pas conçus pour ça et on évitera de taper directement dessus avec quelque outil que ce soit. Et même si un marteau d'impact est dédié à une mesure d'impact, il n'est pas conçu pour être utilisé comme un réel marteau. On fera attention de taper délicatement avec pour ne pas abîmer ni le matériel ni la structure à étudier finalement. Si l'un de ces cas de figure devait arriver, il faudrait au plus vite prévenir un technicien ou un professionnel pour que les plissements soient retirés de la collection, réparés ou remplacés. Pour fonctionner, comme la plupart des transducteurs d'instrumentation, les capteurs de force nécessitent d'être alimentés. On parle de signal de conditionnement. La norme IEPE, pour Integrated Electronics Piezoelectric, définit les gammes de tension et de courant de ces signaux de conditionnement. On connaît généralement plus souvent les normes ICP, CCLD, Isotron, Deltatron, normes qui découlent toutes finalement de cette norme IEPE.
Au laboratoire, on retrouve plusieurs conditionneurs. D'abord les conditionneurs ICP, qui peuvent être sur batterie ou bien fonctionner sur secteur. Et on trouvera aussi des conditionneurs CCLD, qui pour la plupart sont combinés à un système d'acquisition. Pour illustrer l'ensemble des informations présentées jusqu'ici, prenons l'exemple d'une mesure d'analyse modale, celle d'une plaque en acier en appui simple. C'est un cas qui pourrait s'apparenter au capot d'une voiture. On s'intéresse ici uniquement aux 5 premiers modes. En simulation, le premier mode de plaque était excité à environ 20 Hz et le cinquième mode un peu en deçà de 500 Hz. De plus, en simulation, l'excitation utilisée était un impact d'environ 50 newtons qui était réalisé en plusieurs positions sur la plaque. Pour respecter ces contraintes et au vu du matériel disponible, c'est le marteau d'impact 086C01 de PCB Piezotronic qui est choisi. Il permet un contrôle de notre excitation libre, sa bande de fréquence s'étendant au-delà de 500 Hz, et on est dans un ordre de grandeur acceptable en ce qui concerne la force applicable avec ce marteau. On n'utilisera pas de masse et au contraire on prendra un embout en plastique pour diminuer la force appliquée et nous permettre de nous concentrer sur les basses fréquences. Le conditionneur choisi est lui un conditionneur CCLD, le LAN XI de BK, car il permet d'avoir accès à l'analyseur de fréquences de la suite BK Connect. Maintenant que l'on a passé en revue le type de matériel disponible et nécessaire pour une mesure de force, il vient le temps de raccorder tout ça. On pourra dans un premier temps tester si le conditionneur de signal fonctionne, soit en le branchant, soit en testant sa batterie. Ensuite, on pourra raccorder le capteur au conditionneur et ensuite le conditionneur au système d'acquisition. Si on se rattache à l'exemple déjà présenté, lorsque l'on ouvre la mallette d'un marteau d'impact, on retrouve un marteau d'impact. Celui-ci est muni généralement de 2 trous taraudés pour accueillir masse et embout. On retrouve aussi un connecteur BNC. On a aussi accès à une ou plusieurs masses et différents embouts qu'on va bientôt revoir. Et généralement, on a accès à une fiche technique ou au moins un certificat de calibration. Celui-ci nous permet de connaître la sensibilité du marteau, voire les différentes sensibilités en fonction de l'embout sélectionné. Ici, avec un embout plastique de l'ordre de 12 mV par Newton. Comme mentionné, on retrouve une ou plusieurs masses. On peut voir ici une masse équipée d'une tige filetée, ce qui va permettre de la fixer à l'arrière du marteau. Pour ne pas confondre l'arrière du marteau du côté capteur de force, on cherchera l'identifiant du capteur, ici sa référence. On retrouve aussi différents embouts, ici du caoutchouc mou, du caoutchouc dur, du plastique, du métal. Ils vont permettre de gérer l'impact, la qualité de l'impact de ce marteau. Dans notre cas, on choisit un embout plastique. Il faut fixer ensuite cet embout sur le côté capteur du marteau. Une fois qu'il est vissé, on peut donner un léger coup de clé pour s'assurer que l'embout ne tombera pas pendant la mesure. Mais pas besoin de serrer trop fort par contre, au risque d'abîmer cet outil de mesure. Une fois que c'est fait, on va pouvoir réaliser les branchements entre le marteau d'impact et le conditionneur de mesure. Ici, on utilisera un câble BNC SMB. Dans le cas de ce conditionneur, un bon branchement est indiqué par une lumière verte. Donc, la connexion est donc bien réalisée. Une fois que cela est fait, on va pouvoir calibrer le capteur pour connaître sa sensibilité. On a besoin pour ça d'une masse suspendue dont la masse est connue, ainsi qu'un accéléromètre dont on connaît précisément la sensibilité. Pour cette mesure, l'accéléromètre est placé en un bord de la masse, le capteur de force et d'excitation, donc soit un marteau, soit l'ensemble pot vibrant capteur de force, sera appliqué de l'autre bord. Le principe fondamental de la dynamique donne la relation F égale ma, donc la force appliquée est égale à la masse connue fois l'accélération mesurée. La force F est mesurée par le capteur de force, et quand l'accélération, elle, est mesurée par l'accéléromètre. L'acquisition est par contre faite via des signaux analogiques électriques, donc l'accélération A correspond à un signal en millivolts, qu'on peut traduire en accélération via sa sensibilité qui est connue. De même pour le capteur de force, mis à part que la sensibilité, elle n'est pas connue.
On a donc des valeurs qui sont connues, d'autres qui sont lues et d'autres qui sont à déterminer. En réarrangeant cette équation, on en arrive à voir que la sensibilité du capteur peut être déduite du rapport de ces deux mesures. On va donc réaliser une FRF, une Frequency Response Function, c'est le rapport de ces deux signaux dans le domaine fréquentiel. Si l'on revient maintenant à nouveau à notre exemple, on a notre marteau avec un embout plastique qui est bien connecté au système d'acquisition et un accéléromètre qui est lui aussi branché à système d'acquisition, accéléromètre que l'on peut voir fixé à la masse suspendue. Concernant le système d'acquisition, une préparation préalable a été réalisée, fenêtre d'analyse exponentielle, seuil de détection, moyenne sur 3 impacts. On ne s'attarde pas sur cette partie qui est sujet à variation d'une mesure à l'autre. La deuxième étape est donc de frapper la masse avec le marteau. On tâchera de frapper dans la direction de mesure de l'accéléromètre et de donner des coups de faible amplitude, comme on peut le voir ici. Une fois que tous les impacts sont réalisés, on va pouvoir aller lire la valeur correspondant au rapport accélération-force ou force-accélération selon l'acquisition choisie. Ici, on peut voir la réponse fréquentielle du marteau, ici de l'accéléromètre et enfin le rapport accélération-force dans le domaine fréquentiel. Donc la première partie est principalement due à des effets non linéaires, donc on va se concentrer sur ce qui suit, l'asymptote, juste après. Donc on va prendre la valeur moyenne de cette asymptote, qui est ici de 0,130 mètres par seconde carrée par Newton, ce qui correspond à l'inverse du terme présenté ici. Si on réalise le calcul présenté dans cette équation, avec une sensibilité de l'accéléromètre de 1 mV par G, avec une masse de 750 grammes et 1 sur 0,13 pour la FRF, on arrive à une sensibilité de 10,2 mV par Newton. Pour rappel, la fiche de calibration nous donnait une sensibilité de 12 mV par Newton pour un marteau avec un embout plastique. Arrivé à cette étape, normalement tout le matériel fonctionne. Si ce n'était pas le cas, il faudrait tester l'ensemble des maillons de la chaîne séparément, donc que ce soit les câbles, le conditionneur ou le capteur. On notera que cette vidéo illustrait la calibration pour un marteau d'impact, mais on utiliserait quasiment le même dispositif pour calibrer un capteur de force. Donc il faudrait utiliser un pot vibrant sur lequel on fixe le capteur de force sur lequel on fixerait la masse. Et on mesurerait de la même manière la sensibilité de ce capteur de force. En vous remerciant d'avoir visionné cette capsule vidéo sur les capteurs de force et les marteaux d'impact, en espérant qu'elle vous sera utile pour vos prochaines expérimentations, et en espérant vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo du Crash sur les outils d'instrumentation. Bonne journée!